Bonjour Aline Lebaille-Crémer. Vous êtes cofondatrice du collectif Stand with Ukraine. Aujourd'hui, on parle avec vous, avant de revenir à ce qui se passe sur le terrain, notamment cette dernière information dont nous a parlé tout à l'heure Tanit, apparemment la Russie qui affirme en tout cas avoir repris l'une des zones conquises par Kiev dans le secteur de Kroupesk. Avant de revenir à ça, Aline Lebaille-Crémer, on va parler de ce qui se joue également au Proche-Orient avec ces lignes de fracture, bien évidemment, entre la Russie et l'Iran. La Russie qui joue un rôle trouble au Proche-Orient, avec d'un côté, dans ce qui est dit, une apparence de ne pas vouloir se brouiller avec Israël, et de l'autre côté, apparemment même des armes qui auraient été livrées, notamment on parle des armes qui auraient été livrées au Hamas ou au Hezbollah. Qu'en est-il ? Ce que l'on sait, c'est qu'en tout cas, les Russes et les Iraniens affichent quand même très clairement et en toute transparence une coopération dans différents domaines et notamment militaires. Ils assument complètement. Il y a eu des rencontres. On a vu l'ancien ministre de la Défense russe, Shoigu, se déplacer à Téhéran. On a vu beaucoup de contacts manifestes et des déclarations, notamment dernièrement parce que il est question, selon des sources de renseignement européennes, de livraison de missiles balistiques iraniens à la Russie. Ce que, à ce moment donné, à cet instant, l'Iran dément, mais endosse toutefois cette coopération militaire. Ça a été dit expressément par le représentant iranien au Conseil des Nations Unies, et ils endossent complètement cette coopération militaire qui se manifeste sur les civils ukrainiens et sur les villes ukrainiennes par ces fameux drones Shahid qui terrorisent la population. Donc il y a encore une interrogation sur la question de ces missiles balistiques qui auraient été livrés selon le renseignement européen, qui fâche énormément les États-Unis, par exemple. Mais à ce stade, on n'a pas, en tout cas en Ukraine, retrouvé de débris significatifs de ce type d'armes dans ce qui tombe sur les villes ukrainiennes. On a retrouvé des éléments qui corroboraient la présence de missiles nord-coréens, de composants occidentaux d'ailleurs, qui posent la question du contournement des sanctions. Mais ce que l'on sait en tout cas, c'est que d'un point de vue discours politique, ils endossent complètement une coopération économique et surtout militaire. On sait que Moscou n'a que mollement condamné l'attaque du 7 octobre, qu'il a reçu le Hamas, par exemple. On sait qu'il a mollement condamné l'attaque massive iranienne en avril dernier sur Israël. Il avait plutôt d'ailleurs condamné, Vladimir Poutine, condamné les déboires de l'annexe consulaire iranienne à Damas, oui. Mais en revanche, dans l'autre sens, on assiste quand même au fil des mois à une union irano-russe qui vient prendre un contre-pied à tous ceux qui fantasmaient un soutien de Moscou à Israël, et les relations sont extrêmement tendues entre les deux. Les relations sont extrêmement tendues entre les deux. Ces transferts d'armes, bien sûr, vous venez de le dire, ils ont une conséquence concrète en Ukraine. Néanmoins, il y a eu cette reprise de la région de Koursk. On s'y attendait absolument pas. C'est quelque chose qui est arrivé comme ça, en contre-pied. Pourquoi est-ce que l'Ukraine a choisi de passer par Koursk ? C'est parce qu'il n'y avait pas de possibilité de passer sur les autres zones, notamment les zones que Kiev souhaiterait reprendre, comme le Donbass, etc. C'est à cause de ça ? C'est l'un des paramètres de cette surprise opérationnelle, de ce développement réussi et accessoirement historique, parce que depuis la Seconde Guerre mondiale, aucune troupe n'avait réussi à se positionner de la sorte sur le territoire russe, et un inédit historique complet depuis, accessoirement aussi, que la Russie est une puissance nucléaire. Donc de saluer le courage et l'héroïsme des soldats qui sont en opération à cet endroit-là. Donc c'était possible là, mais les Ukrainiens, quand on les écoute vraiment, ils expliquaient depuis des semaines, et qui est un peu corroboré par toutes les cartes, les rapports satellites de tous les renseignements du monde, que
les attaques sur les oblasts de Soumy frontaliers, des oblasts de Kharkiv frontaliers, et donc des destructions imposées aux civils et aux villes ukrainiennes viennent de là, de ces oblasts-là. Donc, ils disent depuis des semaines qu'il faut neutraliser l'appareil militaire russe à cet endroit-là. Ils ont déployé des trésors de diplomatie et d'action dans tous les sens pour convaincre qu'ils auraient le droit d'utiliser les armes occidentales à cet endroit-là de la frontière pour protéger les civils ukrainiens. Parce que il est important de comprendre que dans cette opération, le fil rouge, la philosophie, j'ai envie de dire la ligne éditoriale de cette opération, c'est de protéger les vies ukrainiennes. En fait, l'Ukraine se défend avec ce type d'opération et c'est exactement ce qu'il passe. Elle repousse l'appareil militaire au plus loin possible de ce qu'ils peuvent des villes ukrainiennes. Le sujet des Ukrainiens n'est pas l'annexion d'un territoire russe. Ce n'est absolument pas le sujet. C'est absolument pas ça qui se joue. Ça veut dire que les troupes ne resteront pas dans la région de Kursk une fois entre guillemets. Pour l'instant, elles y sont. Ouais. Et manifestement, contrairement à ce que peuvent en dire les Russes, après, il y a, je crois qu'il y a 2 journalistes sur place, un Russe et un Ukrainien, donc il n'y a pas de journalistes sur place étrangers, mais enfin il y a des cartes, il y a suffisamment de moyens technologiques maintenant pour dire ils sont là et les Russes ont bien du mal à les déloger. Maintenant, il y a plusieurs, quand on écoute les déclarations... On parle aussi de résistance russe à Vladimir Poutine. On a vu des choses circuler comme ça. Est-ce qu'il faut accorder du crédit à ça ? Parce que c'est toujours trouble, c'est toujours des images qu'on voit prises comme ça, circuler sur les réseaux sociaux, ça semble toujours un peu trouble. Il y a quand même, ce qui a été documenté quand même avec précision et factuellement, on le sait, il y a eu des incursions de groupes de la Légion pour la Liberté ou plusieurs groupes de Russes pro-ukrainiens et anti-Poutine qui ont déjà réalisé des incursions assez spectaculaires. Je pense au printemps dernier, il y a très exactement un an aussi. Donc, beaucoup d'observateurs se demandaient s'ils n'étaient pas encore à la manœuvre cette fois-ci. Non, là, c'est une opération qui est clairement endossée par l'armée ukrainienne, contrairement à tout ce qui s'est passé précédemment. Maintenant, on peut se dire que ces éléments-là ont peut-être aussi leur propre vocation à faire ce qu'ils veulent en territoire russe. Voilà, maintenant, le sujet des Ukrainiens, encore une fois, c'est la défense de l'Ukraine. Et au passage, et ce qui est très important dans l'équation, c'est il y a beaucoup de soldats russes qui se rendent. Il y a le chiffre est exact et très compliqué à obtenir, mais enfin, il y a probablement plusieurs centaines de prisonniers russes qui ont été pris donc par l'armée ukrainienne et qui ont une motivation du côté ukrainien, c'est-à-dire de constituer ce qu'on appelle un fonds d'échange avec tous les euphémismes et l'ironie autour de ce mot. C'est que pour l'Ukraine, il s'agit d'un impératif de société partagé vraiment par toute la société, de faire revenir tous les Ukrainiens qui sont en captivité en Russie, qui sont torturés, dont des femmes, dont des binaires, dont des enfants. Et ça, oui, il y a aussi la question des 20 000 enfants à minima déportés ukrainiens qui se trouvent en Russie. Et donc l'Ukraine, en ce moment, elle fait tout pour défendre son peuple et elle fait tout pour ramener tous les siens à la maison. Aline Lebaille-Crémer, durant cette phase des JO, et ça n'a pas été seulement durant cette phase des JO, on a constaté plusieurs opérations de déstabilisation importantes d'ailleurs, au point effectivement que le ministre de l'Intérieur se soit exprimé dessus, au point même qu'il y ait eu des déclarations publiques sur ce qui était déployé pour empêcher ces opérations de déstabilisation. Ces opérations de déstabilisation, elles ont aussi pris la forme parfois de l'antisémitisme. C'est ce qu'on avait vu lorsqu'il y avait eu des mains taguées sur le mémorial de la Shoah. Sur le mémorial de la Shoah, et lorsque auparavant il y avait eu des étoiles de David aussi taguées avec des pochoirs à chaque fois dans Paris. Dans ces 2 cas, les pistes mènent visiblement à Moscou. Pourquoi est-ce que Moscou, le régime de Vladimir Poutine, utilise-t-il la question de l'antisémitisme pour mener ces opérations de déstabilisation ? Ce sujet-là est instrumentalisé et travaillé
depuis, j'ai envie de dire, depuis les tsars en Russie. En fait, c'est constitutif d'éléments de propagande, que ce soit tsariste, que ce soit soviétique, qu'elle soit organisée par le Kremlin. Il y a toujours eu cette forme d'expression de campagne médiatique travaillée sur une imagerie antisémite à minima. On sait, par exemple, pour citer quelques exemples très connus, comme le protocole des sages de Sion, qui est quand même dans les matrices de développement de l'antisémitisme à l'international assez énorme, dans 1901, qui avait été rédigé en réalité par la police secrète tsariste. On a des campagnes médiatiques extrêmement violentes en 1967, autour d'Israël, qui qualifiait les Israéliens de fils d'Hitler. On a toujours eu dans l'histoire russe, à toutes les époques, la matrice de l'antisémitisme manœuvrée à des fins de propagande pour servir les intérêts impérialistes conquérants, pour servir les intérêts soviétiques de Staline, de Brejnev, sur fond au passage d'un antisémitisme qui a aussi une histoire extrêmement violente en Russie, de pogroms, mais il persiste dans la société russe une imagerie extrêmement violente autour des Juifs qui n'a pas disparu, en fait. Et c'est dont se sert Vladimir Poutine, notamment de façon très contemporaine, même s'il a revendiqué longtemps un philosémitisme ostentatoire, mais en réalité, il travaille et il appuie sur ces boutons de perversion de société russe pour aller là où il a décidé d'aller. Et donc, il s'est toujours servi des Juifs comme d'une variable. On le voit bien aussi dans l'une des matrices de la propagande anti-ukrainienne, c'est d'expliquer que le régime de Kiev est un régime nazi, que Volodymyr Zelensky est lui-même nazi alors qu'il est juif. Et il y a toujours ces renversements pervers, mais c'est vraiment au cœur de la propagande, en particulier donc dans l'histoire contemporaine, on va dire, à l'endroit de l'Ukraine depuis 2004, soit depuis tout de suite après son arrivée au pouvoir. Ce qui est frappant également, c'est que cette région, de toute façon, la région d'Europe centrale, l'Ukraine, la Russie, a été effectivement marquée par un antisémitisme virulent. Dernière question à Aline Lebay-Crémer. Cette région a bien été marquée par un antisémitisme virulent, mais qu'est-ce qui différencie? Bien sûr, en Ukraine, le président est juif, vous l'avez dit. En plus, il se fait traiter lui-même de nazi. Ça fait aussi penser effectivement au renversement qui s'opère par rapport à Israël, tout ça. Mais aujourd'hui, concrètement, dans la vie en Ukraine, qu'est-ce qui différencie la vie d'un juif en Ukraine de celle d'un juif en Russie? La liberté. La liberté d'expression, la liberté religieuse, de rappeler qu'il y a quand même, si je puis me permettre, des épisodes récents où on a vu donc désormais l'ex-grand rabbin de Moscou appeler ses coreligionnaires à évacuer, à quitter la Russie d'urgence. On a vu des attaques d'un antisémitisme complètement anachronique et dingue au Daghestan, par exemple, lors de la supposée présence de voyageurs israéliens dans un avion pris d'assaut par une foule voulant en découdre façon pogrom ou Hamas, voilà, sur des tarmac, voilà, à cause de la présence, d'une rumeur de présence éventuelle de juifs dans cet avion. Je ne sais pas si on se rend compte du degré d'antisémitisme qui circule dans ces zones-là de façon brutale et sans filtre, mais qui vient dire que sur le territoire russe, il y a une permissivité à ces comportements-là, à ces idées-là et à cette imagerie-là. En fait, c'est ça que ça vient dire. Merci beaucoup Aline Lebay-Crémer d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Radio J, donc cofondatrice du collectif Stand with Ukraine. Merci beaucoup.